Bonjour à tous et toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir nombreux aujourd'hui pour le second webinaire consacré à la pédagogie Montessori à l'école. Je suis Caroline Rouchquet, je représente aujourd'hui les éditions Nathan en qualité de directrice éditoriale adjointe au département maternel. Nous sommes entrés en contact avec Marguerite Morin il y a 3 ans déjà, afin de développer des matériels Montessori accessibles au plus grand nombre. Elle est vraiment spécialisée dans son domaine et donc nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour aider les enseignants à se former à ces pratiques. Alors, avant de lui passer la parole, je vous informe que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay et vous le recevrez par email dans quelques jours. Je vous informe également que les questions que vous nous avez fait passer lors de votre inscription seront adressées aujourd'hui dans cette séance en grande partie. Celles auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous y répondrons par écrit dans une foire aux questions qui sera disponible sur le site nathan.fr à la page du manuel du livre écrit par Marguerite dans la collection Montessori. Les quelques questions qui vous resteraient, vous pouvez également les noter ici dans l'onglet que vous avez à disposition sur votre écran. Eh bien, voilà, je vous souhaite une bonne séance et Marguerite, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire en partenariat avec les éditions Nathan. Je vais commencer par une rapide présentation. Je suis donc Marguerite Morin, enseignante depuis 2004 dans l'éducation nationale et maître formatrice également dans l'éducation nationale depuis 2015. J'ai également fait un master de recherche sur la formation de formateurs en 2020 et je suis responsable du parcours de formation en DU à l'ICP depuis 2018, en DU pédagogie active sur le parcours évidemment Montessori. J'ai rédigé de nombreux ouvrages pour permettre aux enseignants de mettre en place la pédagogie Montessori, qui est une forme hybride que je propose pour vraiment permettre à tous les enseignants de le mettre en place dans leur classe tout en respectant les programmes et les exigences de l'éducation nationale. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité, ce pourquoi j'œuvre, en tout cas au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai au-delà du fait de publier et de créer du matériel en partenariat avec Nathan pour diffuser cette pédagogie, j'ai également proposé de nombreuses formations pour de nombreux enseignants, pour des écoles. Et maintenant, je les accueille également dans mon centre de formation sur M Montessori. Voilà. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous allons aborder concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons vraiment aller voir comment mettre en place cette pédagogie au sein de vos classes en détaillant les étapes pour que vous puissiez le plus possible trouver les solutions pour le développer, pour trouver votre propre configuration, parce qu'on va voir qu'en fait, personnaliser les apprentissages en utilisant le matériel de la pédagogie Montessori, c'est quelque chose qui nécessite en fait de se l'approprier et de faire avec qui on est aussi nous en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, et avec notre personnalité, avec nos envies, avec nos façons de fonctionner, avec nos dispositifs, et qu'on va venir apporter une autre forme, un autre dispositif, mais en rien effacer ce qu'on sait déjà faire, mais bien proposer une forme un peu différente. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On va aller voir concrètement comment fonctionne une classe en personnalisation des apprentissages avec un exemple en vidéo. Nous allons ensuite aller voir pas à pas comment on met en place dans la classe, quelles sont les étapes nécessaires pour que le fonctionnement se mette en place et pour que les élèves apprennent effectivement dans ce cadre-là. Ensuite, nous irons répondre à cette interrogation, comment arriver à personnaliser le parcours de 30 élèves à la fois. Donc, on ira relever cette énigme et révéler ce mystère. Et enfin, nous aborderons un temps de questions-réponses pour répondre aux questions que vous aurez pu vous poser, notamment dans l'onglet questions lors de ce webinaire. Alors, comment fonctionne une classe en personnalisation des apprentissages? Donc,
Première chose, qu'est-ce que c'est que cette personnalisation des apprentissages? La personnalisation des apprentissages, c'est en fait une hybridation que moi j'ai créée, que j'ai pu mettre en place et expérimenter dans ma classe durant 8 ans, qui permet à la fois de tenir compte des grands principes et de la pédagogie et de la philosophie de Maria Montessori, tout en respectant les principes pédagogiques de l'éducation nationale, c'est-à-dire les acquis, en fait, les compétences, les programmes, mais aussi toutes les réglementations, notamment autour de la posture de l'enseignant. Donc, on ira voir cette hybridation, ce mixte entre le tout montessorien et le fonctionnement classique. Et donc, on voit que ce dont nous allons parler cet après-midi, cette personnalisation des apprentissages, c'est un mixte entre les deux. Un petit peu de Montessori, un petit peu de traditionnel et beaucoup d'apprentissage. Pour ça, pour que vous compreniez de quoi on parle, il est nécessaire de retourner vers les concepts clés de la pédagogie Montessori, tels que moi, je l'aborde. Donc, le premier point, la première chose la plus importante quand on met en place la pédagogie Montessori, c'est vraiment le pôle enfant. Donc, l'enfant va être au centre des apprentissages puisque c'est lui qui va devenir acteur de ses propres apprentissages. C'est-à-dire qu'il ne va pas être en situation de passivité à attendre que l'enseignante lui dise quoi faire, comment le faire, range ton crayon, mets dans ta trousse, etc. On va être vraiment sur la responsabilisation de l'enfant pour qu'il se prenne en main, pour qu'il s'implique, pour qu'il s'investisse dans ses propres apprentissages. Le second pôle important de l'enfant, c'est que l'enfant, dans la pédagogie Montessori, est doté de ce qu'on appelle l'esprit absorbant, c'est-à-dire le fait de s'imprégner de l'ensemble des éléments de son environnement, de l'ensemble des choses qu'il voit, qu'il touche, qu'il sent, qu'il hume par ses 5 sens, mais également qu'il comprend par son intellect. Et cela va venir s'imprégner en lui de façon naturelle et sans effort. Le troisième point important qu'il faut savoir dans la pédagogie Montessori concernant les enfants, c'est que tous les enfants, comme une loi naturelle de développement, passent par différentes périodes sensibles. Ces périodes sensibles, ce sont des centres d'intérêt, des choses, des objets, des connaissances qui vont l'attirer de façon irrésistible et qui vont lui permettre de s'investir, d'être passionné à un moment donné pour le langage, puis ensuite passionné par la motricité, puis passionné par les mathématiques, etc. Et ces phases, ces périodes sensibles, donc ces moments d'appel profond, vont lui permettre vraiment d'avoir la motivation pour se prendre en main, pour s'impliquer, pour développer sa concentration, etc. Un autre principe très important de la pédagogie Montessori, c'est le libre choix. Alors, le libre choix qui est laissé à l'enfant de choisir l'activité qu'il veut prendre, par laquelle il veut apprendre à ce moment-là de la journée, lorsque cela est possible. Bien sûr, ce n'est pas le libre choix de faire ce qu'il veut quand il veut, mais bien d'apprendre ce dont il a besoin pour nourrir son propre développement au moment où nous sommes en apprentissage de personnalisation des apprentissages. Donc, c'est vraiment un libre choix qui est laissé dans un cadre très restrictif et très clair pour l'enfant. Et l'ensemble de ces 4 éléments vont permettre en fait à l'enfant de s'autodiscipliner. C'est-à-dire qu'il ne va plus être en recherche de failles de l'adulte ou de faire par derrière ou de faire des bêtises ou de ne pas faire ce qu'on lui demande en phase de refus, etc. Parce qu'il va être mu par vraiment son besoin, son envie d'apprendre, sa force intérieure, son appétence. Et cette appétence, en fait, quand il est en situation d'apprendre, l'élève du coup, est autodiscipliné parce qu'il n'a plus aucune raison de faire autre chose que de se nourrir. Le deuxième pôle le plus important dans la pédagogie Montessori, c'est l'adulte. En effet, l'adulte devient l'accompagnateur du développement de l'enfant, non pas de l'ego de l'enfant, mais bien de son développement cognitif, mais aussi affectif, psychique, moteur. On voit que l'enseignant devient vraiment, prend l'enfant dans sa globalité pour lui permettre de se développer, pour lui permettre de continuer d'apprendre, de grandir, de s'autonomiser et de devenir indépendant. Et donc, on n'est plus le dictateur, entre guillemets, de la classe, à dire tu vas faire ceci de cette façon-là, comme ceci, comme cela, à ce moment-là, et tout le monde en même temps. On devient l'accompagnateur du développement de chaque enfant. D'où cette notion de personnalisation, parce qu'on va suivre le rythme de développement de chaque enfant en fonction de ses besoins,
en fonction de ses périodes sensibles, en fonction de sa zone proximale de développement, et on va lui permettre d'être le plus efficace et le plus efficient pour que lui se développe de façon pour développer son plein potentiel, l'ensemble de ses potentialités. Pour cela, l'enseignant doit faire preuve de nombreuses qualités que tous les enseignants maîtrisent déjà, mais qui vont être là un petit peu exacerbées, c'est-à-dire de prendre le temps déjà d'observer l'enfant, ce qui est très difficile en classe quand on a une classe nombreuse. On voit le groupe, la classe comme un groupe qu'on scinde parfois en petits groupes, mais on a très peu de temps où on peut observer l'enfant de façon individuelle. Or, en pédagogie Montessori, c'est la base même du fonctionnement, c'est ce temps d'observation de chacun. Il va faire preuve également, l'enseignant, d'une bienveillance qui va au-delà de la gentillesse. On n'est pas juste gentil, on est bienveillant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on va porter un regard neuf sur l'enfant pour lui permettre de nous proposer une nouvelle version de lui-même, pour lui permettre de prendre sa place et pour lui permettre de se développer au plein possibilités. Le troisième point, toujours dans cette caractéristique de l'enseignant, ça va être la confiance en l'enfant, c'est-à-dire ne plus croire que l'enfant, sans nous enseignants, ne saurait rien faire, mais bien d'avoir cette confiance en l'enfant que oui, un enfant, naturellement, va se développer, va avoir envie d'apprendre, va avoir envie de se spécialiser, va avoir envie de grandir, va avoir envie de s'éduquer. Et en se basant sur cette envie de l'enfant, sur ses capacités intrinsèques qu'il a, on va vraiment être confiance avec lui. On ne va plus avoir besoin d'aller vérifier systématiquement, de lui demander de nous rendre des comptes, parce que les comptes qu'il a à rendre sont des comptes avec lui-même en priorité. Et nous, on va par contre vérifier qu'il apprend à un rythme suffisant pour permettre de valider l'ensemble des compétences et des connaissances de fin de cycle 1. Lors des présentations, lors de nos interactions avec l'enfant, on va respecter son mode et son rythme d'apprentissage. C'est-à-dire que les enfants n'apprendront pas tous la même chose au même moment. On va vraiment être dans un parcours personnalisé pour chaque enfant, qu'il ait des besoins particuliers ou non, parce qu'on estime dans la pédagogie Montessori que tous les enfants ont des besoins particuliers. Et enfin, la chose la plus importante dans la posture de l'enseignant, c'est ce qui est le plus compliqué, la posture de l'enseignant dans la pédagogie Montessori. C'est vraiment le pôle qu'on a le plus de mal en tant qu'enseignant à approfondir, et c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs. Ça va être également cette mesure, ce point d'équilibre entre le lâcher-prise et le cadre. Le fait de à la fois avoir suffisamment confiance en l'enfant, en le fonctionnement qu'on a mis en place, en l'environnement, dans le dispositif, etc., pour se permettre de lâcher prise, de faire confiance, et en même temps, notre obligation de faire respecter un cadre clair aux élèves pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait réellement des apprentissages, etc., etc. Le troisième point dans les concepts clés, ça va être l'environnement. Donc l'environnement, bien sûr, c'est la classe, mais ce n'est pas que la classe, c'est aussi l'atmosphère que l'on va insuffler dans la classe. Pour Maria Montessori, c'était la casa del bambini, ça veut dire la maison des enfants. Il faut que l'enfant se sente à l'école, dans sa classe comme à la maison, qu'il s'y sente bien, qu'il s'y sente accueilli, qu'il la trouve belle, qu'il puisse discuter avec les autres s'il a des questions, que voilà, on forme une vraie micro-société sécurisante pour lui permettre de se développer. Donc cet environnement, cet espace classe, doit permettre l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire que tout ce dont il va avoir besoin va être à sa hauteur pour qu'il puisse s'en emparer sans avoir besoin de l'aide d'un adulte, pour qu'il puisse s'y déplacer, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre, qu'est-ce qu'il n'a pas encore appris, etc., etc. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment l'autonomie et l'indépendance de l'enfant. De préférence, la classe va être multi-âge, parce qu'ainsi, il y aura un bain de connaissances entre les plus grands et les plus petits. Il y aura tout ce qu'on aura pu observer sans l'avoir fait au préalable. Il y aura l'aide que les plus grands vont pouvoir nous apporter et en même temps la valorisation que les plus jeunes vont apporter aux plus grands. Donc, le multi-âge est vraiment un plus lorsque l'on met en place la pédagogie de personnalisation des apprentissages. Enfin, cet environnement doit permettre le mouvement pour que plus il y ait de déplacements,
plus ça va nourrir l'intelligence. Hein. On le sait maintenant grâce aux neurosciences, les mouvements, les grands mouvements, les petits mouvements vont permettre de nourrir l'intelligence et de la développer. Donc, on va aller chercher ces déplacements, ce mouvement. L'environnement, la classe va être, et on va y revenir, organisé par domaine d'activité afin de structurer l'espace pour rendre explicite à l'enfant cet environnement-là. Et enfin, il doit être extrêmement préparé. L'environnement joue une grande partie de l'apprentissage de l'enfant. Donc, le travail de l'enseignant va être de vraiment préparer extrêmement précisément cet environnement pour que l'enfant puisse s'y repérer sans avoir besoin de l'enseignant. Lorsque l'on personnalise les apprentissages, on est régulièrement accaparé par un seul enfant à la fois. Il faut donc que les autres, l'ensemble des autres élèves, si on a une classe de 30 élèves, donc les 29 autres élèves, puissent être en situation d'apprentissage sans nous. Donc, lorsqu'ils vont être en interaction avec leur environnement et plus précisément avec le matériel, ce qui est le 4e pôle. Ce matériel-là, c'est pas n'importe quel matériel. Ça va être du matériel qui va, dans tous les cas, demander à l'enfant de la concentration. Il va amener l'enfant à être concentré, à se focaliser et donc à développer ses capacités exécutives. Le matériel va également être autocorrectif pour que l'enfant sache tout seul s'il a réussi ou non et surtout pour qu'il comprenne que l'erreur fait fondamentalement partie de l'apprentissage et qu'en fait, on a le droit de se tromper un nombre important de fois puisque ce qui compte, c'est le réajustement. On va se tromper, mais on va être en capacité seul de se réajuster et donc de petit à petit trouver la bonne réponse, trouver la bonne solution et donc d'être en situation d'apprentissage. Le matériel doit aussi être autotélique, c'est-à-dire qu'il doit donner envie d'être fait pour lui-même, pas pour faire plaisir à l'enseignant, pas parce qu'on lui a exigé de le faire, mais parce que l'enfant, en voyant ce matériel-là, a spontanément envie d'aller le faire. Le matériel doit évidemment permettre la manipulation et la répétition, hein, parce qu'on sait maintenant, grâce aux chercheurs de neurosciences, que c'est comme ça que l'on va densifier les connexions neuronales et donc qu'on va vraiment installer profondément et durablement l'apprentissage. Chaque matériel comporte des variantes, c'est-à-dire qu'à partir d'un même matériel, on va pouvoir faire plusieurs séances d'apprentissage. Ça, on va aussi y revenir. Il doit aborder un seul concept à la fois. En Montessori, on ne mélange rien. On est vraiment sur de la gradation, des tout petites marches, des tout petits paliers pour permettre à l'enfant d'assimiler petit à petit un même concept et même une petite partie du concept. Et enfin, le matériel doit être en un seul exemplaire parce que cela va permettre la non-compétition. On ne peut pas savoir si on est meilleur ou moins bon qu'un autre. Du coup, on travaille vraiment pour soi-même, pour son propre développement. Mais également, il va permettre de développer la frustration, l'attente. On ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie au moment où on a envie. Et donc, on va apprendre à gérer sa frustration, à gérer ses émotions, à gérer le partage. Donc voilà pour un résumé très succinct des grands principes de la pédagogie Montessori telle que moi je vous la propose. Pour que ça soit plus concret, pour que vous vous en rendiez compte plus spontanément, je vous propose une vidéo que j'ai tournée parce que j'ai beaucoup formé des écoles, des grandes écoles hein, de 26-27 classes de maternelle en Polynésie. Et donc, dans les classes, eux avaient fait le choix dans une des écoles de rester en simple niveau. Donc là, c'est une classe de 24 élèves de petite section. C'est 15 jours après la rentrée, donc cela fait 15 jours que l'enseignante s'est lancée en pédagogie Montessori, sachant que l'année précédente, elle a été formée donc par moi et mon équipe à la pédagogie Montessori une année avant, c'est-à-dire qu'on l'a formée une année avant, et là, c'est l'année en septembre où elle se lance dans sa classe, et donc c'est 15 jours après le démarrage. Donc, je vais la laisser démarrer et je vais pouvoir vous la commenter. Donc, vous pouvez vous lever et aller avec la place, travailler les places. Oui. Je rappelle simplement qu'il faut marcher tranquillement dans la classe.
Alors, dans cette vidéo, ce que je vous invite à regarder plus spécifiquement, c'est vraiment la posture de l'enseignante. Vous allez voir qu'elle a une posture de personnalisation des apprentissages. Elle ne voit plus la classe comme un groupe complet, mais bien comme un ensemble d'individus. Et elle va réellement se consacrer à chaque enfant. Donc, cet enfant-là, elle va lui proposer une activité, il ne va pas vouloir ou pas avoir besoin de la faire. Elle va donc pouvoir le laisser faire l'activité qu'il a choisie et elle, aller faire une présentation à un autre élève. L'organisation qu'elle a choisie, elle, pour son démarrage, c'est d'avoir deux espaces montessoriens. L'espace vie pratique, donc l'étagère qu'on peut voir avec des petits plateaux d'activités du quotidien, qui va être transvasé, découpé, poinçonné, etc. Un autre espace sur un espace de développement sensoriel, avec le matériel spécifique de la pédagogie Montessori. Et elle a conçu de façon transitoire un espace avec du matériel qu'elle avait déjà en classe, que vous pouvez voir sur les grandes tables hexagonales, où là, elle a proposé ce qu'elle avait en classe, mais sous forme d'activité en un seul exemplaire pour quand même donner à l'enfant l'habitude de prendre son activité sur l'étagère, d'aller s'installer, de la faire tout seul, de la terminer, d'aller la ranger, etc. Et petit à petit, quand les enfants auront suffisamment eu de présentation montessorienne, elle pourra enlever cette étagère de travail qui est une étagère transitoire. Je vais vous laisser apprécier le calme de la classe, de ces 24 petites sections, au bout de 15 jours d'activité. Donc l'élève que l'on voit avec la TSEM est une élève dont c'est le premier jour de classe et donc qui vient d'Hawaï, donc qui ne parle pas français, elle parle anglais, américain. Et donc la TSEM, pour la consoler, ne la console pas de façon maternante, mais la console grâce à l'activité, au travers de l'activité. Parce qu'il faut savoir que les ATSEM ont également été formés lors de ce plan de formation. Et donc, elle est dans une posture également d'accompagnement de l'enfant et un partage avec l'enseignante de cette capacité. On voit que les exercices préalables ont été bien assimilés par les élèves. Ils sortent leur chaise pour aller s'y asseoir, ils la rangent quand ils ont terminé, ils vont ranger leur activité. Donc, on voit que toutes les règles de la classe sont assimilées corporellement par l'ensemble des élèves. Une fois qu'on a fait la présentation individuelle, personnalisée à un enfant, on reste à côté de lui pour qu'il puisse d'abord la refaire sous notre regard bienveillant, pour lui permettre de la refaire en toute confiance et pour pouvoir le guider à nouveau s'il y a des choses dont il n'a pas fait attention, mais toujours dans la bienveillance et dans le but de lui permettre de pouvoir le refaire ensuite sans nous. Une fois que l'enfant l'a refait sous notre regard bienveillant, on le ramène à l'étagère, on termine la présentation et ensuite l'enfant peut la reprendre de façon autonome. Donc on peut constater le lâcher-prise de cette enseignante qui n'est pas à vérifier ce que font chaque enfant à chaque instant, mais qui est bien en train de se consacrer à un élève, puis lorsque elle a fini avec celui-ci, elle se consacre à un autre élève, etc., etc.
pendant que les autres n'ont absolument pas besoin d'elles et peuvent se développer grâce à leur apprentissage. On voit le rôle important de l'organisation spatiale, de la possibilité d'avoir des déplacements, de l'explicitation du matériel et de la posture de l'enseignante et de la tati, de la tsem. Caroline, je ne t'entends pas. C'est mieux comme ça. Merci Marguerite pour cette explicitation très pratique sous forme de vidéo. Ça m'évoque une question qui était remontée par les participants avant le début du webinaire. C'est comment faire pour que les élèves n'aillent pas vers des ateliers qui ne leur ont pas encore été présentés. D'accord. Alors, là, il faut bien distinguer la partie montessorienne de la partie non montessorienne. Lorsque l'on présente les activités Montessori, il faut savoir que les activités sont organisées sur les étagères par ordre de progression. C'est-à-dire, il va y avoir un ordre, cette activité vient avant celle-ci, puis il y a celle-là, etc., etc. Comme on fait un plan de séquence, on va mettre la progressivité des apprentissages visuellement sur les étagères. Donc, on va présenter dans un ordre très précis à l'enfant les différentes activités. L'enfant, du coup, intégrera cette organisation spatiale, cette organisation visuelle, et il saura toujours que ce qui est avant l'activité qui vient de lui être présentée, il peut le faire, c'est-à-dire tout ce qui est à la gauche de cette activité, puisqu'on range de gauche à droite et de haut en bas pour faire une préparation indirecte à la lecture et à l'écriture. Et du coup, l'enfant sait se repérer très facilement sur les étagères. Il sait que tout ce qui va être avant l'activité qu'il est en train de faire, il peut le prendre, ça lui a déjà été présenté. Et tout ce qui vient après, il ne peut pas le faire. Il faut aussi faire confiance, encore une fois, à l'enfant. L'enfant sait se repérer. C'est sûr que si on présente un petit peu n'importe où, on prend des plateaux d'activités à différents endroits dans l'étagère, on ne pourra pas se rappeler ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Par contre, si c'est organisé et structuré, l'organisation et la structure externe vont venir organiser et structurer l'interne, le cerveau de l'enfant. Et donc, il sera tout à fait en capacité de savoir ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas encore faire, mais ce qu'il désire souvent faire. Après, il y a d'autres astuces si vraiment vous avez besoin de vous rassurer, mais comme ça fonctionne suffisamment pour l'avoir moi-même expérimenté et puis toutes les personnes que j'ai pu former depuis 2013. C'est suffisant. Après, il y a des enseignants qui ont besoin de se rassurer et donc ils font des petites cartes avec la liste des élèves à l'intérieur de chaque plateau d'activité et quand l'enfant peut prendre ce plateau, ça a été coché, etc. Il y a des astuces, mais en réalité, si on est organisé et si c'est suffisamment explicite, l'enfant n'a pas besoin d'aide supplémentaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous rendre compte que même dans un simple niveau et même en petite section et même après 15 jours, c'est possible de faire fonctionner cette classe en pédagogie Montessori hybride. Et on va aller voir maintenant comment y arriver, comment arriver à ce résultat-là, eh bien, en faisant une mise en place étape par étape. Alors, la première étape, puisque nous sommes des enseignants sous contrat, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'éducation privée, et donc on a la nécessité de faire le lien avec les programmes de l'éducation nationale. Et ce lien, on va le faire à travers la conception de documents, donc la programmation, la progression, l'emploi du temps, les séquences, les séances. Donc ça, on va revenir dessus. C'est vraiment un des points centraux de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va aller le détailler. L'autre grand point dont j'ai déjà parlé au webinaire précédent, donc je vous invite à aller le revoir en replay, mais je vais quand même en parler un petit peu ici, c'est l'agencement de la classe. Il est important, quand on met en place la pédagogie Montessori, une fois qu'on a conçu ses propres outils, de agencer la classe de façon explicite avec un pôle
langage, un pôle mathématique, un pôle vie pratique, un pôle développement sensoriel, un pôle explorer le monde, etc. pour permettre à l'enfant de prendre conscience de ce qu'il est en train de travailler, de faire de la métacognition et en même temps de lui structurer son espace. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour vous, enseignants, c'est beaucoup plus simple de savoir quel est le centre d'intérêt de l'enfant en voyant vers quelle étagère il est attiré en premier. Donc ça, c'est un deuxième point important. Le troisième point important, ça va être la répartition dans l'espace. Si vous avez une seule étagère avec tout dessus, tout mélangé, il va y avoir des bousculades, il va y avoir des conflits, il va y avoir tout ça. Si c'est réparti dans l'espace, dans la classe, eh ben, il va y avoir des élèves qui seront d'un côté de la classe, des élèves qui seront d'un autre côté de la classe, et ça permet vraiment un fonctionnement plus harmonieux. Donc, tous ces aspects-là sont vraiment primordiaux. C'est donc important, quand on commence la pédagogie Montessori, que vous décidiez de la commencer après les vacances de Noël ou à la rentrée prochaine, ou par petites touches tout au long de l'année. Ce qui va être fondamental, ça va être à un moment donné de sortir les affaires de votre classe et pour chaque chose, de vous interroger, est-ce que je la garde? Est-ce que ça a une importance pour l'enfant, pour son développement, pour son apprentissage ou pas? Si la réponse est non, ça ne va pas dans la classe. Ce qui va rentrer dans la classe va être uniquement ce qui va servir à l'apprentissage et au développement de l'enfant et de façon structurée. Un autre grand point, ça va être de concevoir vos plateaux d'activité en fonction des critères qu'on a pu voir sur le matériel Montessori. Alors, il y a des livres, il y a des ouvrages, les miens, mais aussi d'autres, où tout est listé, où tous les plateaux d'activité sont listés avec le matériel nécessaire, avec où se le fournir, etc. Mais malgré tout, il est important, et c'est aussi un coût, que de se fournir, de faire ce travail d'achat de matériel quand c'est de l'achat de matériel, par exemple, de langage, ce qui a été développé avec les éditions Nathan, langage et mathématiques, les deux gammes que nous avons pour l'instant développées chez Nathan. Mais il y a également tout ce qui va être développement sensoriel, tout ce qui va être explorer le monde, qu'on peut acheter directement fait. Pour les plateaux d'activité de vie pratique, là, ça va être vraiment une conception que vous allez devoir faire vous en fonction de la culture du pays, en fonction des us et coutumes, parce que c'est vraiment du matériel qui va permettre à l'enfant de développer ce lien oculomoteur et d'arriver à une motricité fine, mais surtout de développer sa concentration et son implication. Ensuite, une fois que vous avez tout le matériel, il est nécessaire et que votre classe est parfaitement agencée, vous allez ranger ce matériel-là par ordre de progressivité, par ordre sur les étagères, et ça va vraiment vous permettre et permettre à l'enfant de savoir où est-ce que chacun en est et d'avancer de façon progressive dans les apprentissages et dans les concepts. Ensuite, vous allez devoir vous entraîner aux présentations. On ne peut pas improviser une présentation. Vous allez devoir prendre un ouvrage ou aller sur Internet regarder un tuto pour savoir réellement comment on présente telle activité. On va voir un exemple juste après pour assimiler les gestes et les paroles, parce que plus vous aurez de gestes et de paroles parasites et moins la présentation sera réussie. Donc, le fait de s'entraîner permet d'être efficace et efficient. Vous allez devoir, vous l'avez compris, modifier votre posture et votre regard sur l'enfant. Donc, être dans cette posture d'accompagnement, dans cette posture de personnalisation des apprentissages et vraiment de mettre toutes vos compétences au service du développement de l'enfant pour que lui, au lieu de passer du temps à concevoir votre enseignement, que vous passiez du temps à le faire apprendre et à lui faire construire ses propres capacités. Une fois que tout ça est prêt, vous allez pouvoir accueillir les élèves. Accueillir les élèves, ça veut dire les accueillir réellement, avoir pris soin de faire une classe belle, une classe accueillante, de vous-même être dans un accueil, dans un partage, dans une bienveillance, comme vous savez très bien le faire en tant qu'enseignant. Et vous allez accueillir individuellement chacun, puis vous allez leur présenter, leur faire vivre les règles de vie de la classe. On ne va pas dire, voilà, il faut pas. On va vivre ce qui est attendu dans la classe. Donc, se déplacer tranquillement, chuchoter, porter une chaise sans faire de bruit, aller s'asseoir, ranger, porter un plateau, rouler un tapis, etc., etc. Et vivre ces expériences-là pour vraiment donner à l'enfant les codes et ce qui va être attendu de lui lors du fonctionnement de cette classe. Et enfin,
vous allez être dans le vif du sujet, mais vous voyez que le vif du sujet, c'est-à-dire le temps de classe, c'est la fin d'un long processus de mise en place. Et ce long processus de mise en place, il ne s'improvise pas, il est vraiment nécessaire pour vous de vous documenter, de vous documenter à l'aide d'ouvrages, à l'aide de vidéos, à l'aide de formations, pour vous sentir pleinement prêt lorsque les élèves sont là. Et lorsque les élèves sont là, vous allez prendre un temps d'observation, on va y revenir, pour pouvoir leur proposer l'activité que vous avez jugée être la bonne activité, celle qui est à la fois dans sa zone proximale de développement, dans sa période sensible, et qui va faire que cette activité-là va susciter chez l'enfant l'apprentissage escompté. Puis ensuite, vous allez suivre ces apprentissages, on va voir aussi comment, et l'évaluer, etc. Donc, dans les documents essentiels à préparer, il y a tout ce qui va être la comparaison entre quand on fait du traditionnel et quand on fait du Montessori. On doit quand même fournir les mêmes documents, hein, puisque on a cette exigence-là du point de vue de l'éducation nationale. Vous pourrez retrouver toutes ces informations à la page 102 de l'ouvrage fait en collaboration avec les éditions Nathan. Pourquoi et comment réinventer sa pratique. Et donc, on va vraiment être là. Ce que je vous invite surtout à regarder, c'est la différence entre temps d'enseignement et temps d'apprentissage. Lorsque l'on fait de l'enseignement traditionnel, on va passer énormément de temps à concevoir son enseignement pour aboutir à un très faible temps d'apprentissage de l'enfant. Donc, nous, enseignants, on va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de notre temps, beaucoup de notre capacité cognitive à concevoir l'enseignement. Et au final, ce qu'on va donner à l'enfant, c'est un temps d'apprentissage, mais qui est beaucoup plus petit par rapport au temps passé sur l'enseignement. Dans la pédagogie Montessori, c'est l'inverse. On va passer un court temps à faire la préparation de l'enseignement, puisque tout a été déjà préparé par Maria Montessori, puis adapté au programme par moi-même et par d'autres. Et du coup, on va vraiment être dans un court temps d'enseignement. On va arrêter de s'épuiser sur les temps de préparation. On va arrêter de s'épuiser à travailler tard le soir et les week-ends et les vacances. On va être vraiment dans un temps d'apprentissage long pour l'enfant, puisque l'apprentissage va être avec nous enseignants, mais également avec l'ATSEM et également seul avec le matériel et avec l'environnement. Donc, le temps d'apprentissage de l'enfant est multiplié pour un temps d'enseignement beaucoup plus court. Donc, c'est vraiment là-dessus que les grosses différences vont se faire, et c'est ce qui va être un vrai gain pour vous en termes d'économie d'énergie et un vrai gain pour l'enfant, parce que son temps d'apprentissage va être multiplié, et donc il va aller beaucoup plus vite et il va se développer beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que dans les classes Montessori, les enfants lisent très souvent en moyenne section ou en début de grande section, qu'ils savent compter jusqu'à extrêmement loin, etc. C'est parce qu'en fait, on arrête de perdre du temps à attendre tout le monde, et que chacun peut avancer à son rythme, et que l'enseignant est disponible pour ça, pour les suivre. Le lien avec les programmes, il est assez simple, c'est-à-dire que pour chaque activité de la pédagogie Montessori, vous allez faire le lien avec une compétence, ou plutôt je dirais des compétences des programmes de l'éducation nationale, parce que dans tous les cas, nous sommes responsables de garantir à chaque enfant le socle commun à minima dans les apprentissages. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il n'est pas possible de tergiverser. Donc, on va aller faire ce travail. Donc, ce travail, moi, je l'ai fait dans les ouvrages que je vous propose. Et ça permet, en fait, d'avoir déjà cette décortication de réaliser, avec ensuite une mise sous forme de programmation. Donc, toutes les activités que l'on peut faire avec le matériel Montessori, toutes les compétences que l'on va travailler avec le matériel Montessori, on va pouvoir le lisser sur les 5 périodes, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'enfant va travailler cette activité-là et donc cette compétence-là. Par contre, on assure qu'en utilisant ce matériel-là, il va acquérir cette compétence-là. Et pour les compétences qu'il n'est pas possible de travailler avec le matériel Montessori, on va les programmer sur un autre temps d'apprentissage. Donc, on va y revenir. Et donc, on va pouvoir les programmer par période, comme on a l'habitude de faire dans le traditionnel. Donc, c'est vraiment une double gestion qui permet d'avoir des dispositifs didactiques différents, mais qui permet de couvrir l'ensemble du programme
et de façon harmonieuse, sans qu'il y ait des redites, sans que ce soit une surcharge de travail ni pour nous, enseignants, ni pour l'enfant, mais vraiment une forme d'harmonisation du rythme et du développement de l'enfant. Donc concrètement, ça va donner, une fois qu'on a fait ce travail-là, des séquences d'apprentissage. Donc les séquences d'apprentissage, on va pouvoir les présenter de cette manière-là, puisque ça va être une suite de séances. Ça, jusque-là, je vous apprends rien, hein, les plans de séquences sont une suite de séances, sauf que cette fois-ci, chaque séance va être raccrochée à un matériel issu de la pédagogie Montessori. Donc, par exemple, ici, on a la construction du nombre de 0 à 10. Bien, on va voir que pour garantir à l'enfant cette acquisition-là, on va le faire passer par différentes activités montessoriennes, donc par les chiffres rugueux, par les barres numériques, par la mise en correspondance des barres numériques et des chiffres rouges, par la collection et les quantités témoins, par le porte-perles de 1 à 9, par les fuseaux, par les jetons, par les tickets de mémoire, par le loto des quantités. Et ainsi, on va amener l'enfant à maîtriser très profondément et de façon très sûre et sans erreur ces notions-là, comme des notions de base, qui vont pouvoir nous emmener ensuite sur le reste des apprentissages. Donc, on voit que c'est la même chose que ce qu'on a l'habitude de faire, sauf que cette fois-ci, c'est pas on a la compétence et on cherche les activités qui vont nous permettre d'y arriver, c'est on a les activités et on peut garantir qu'en faisant ces activités-là, l'enfant va acquérir les compétences. Ce qui nous donne des séances d'apprentissage de ce type. Donc, par exemple, ici, la séance numéro 7, élaboration de la quantité et mise en ordre qui s'appelle les jetons. Eh bien, on va avoir les compétences, c'est une séance d'apprentissage, comme on peut les voir dans l'éducation nationale classique, avec les compétences visées au programme, les objectifs spécifiques de cette activité-là, les actions de l'élève, le rôle de l'enseignant, les critères de réussite, les variables de différenciation, etc. Donc, tout ça, c'est une façon de vous permettre de vous repérer, de garder vos habitudes d'enseignant, tout en utilisant la richesse du matériel Montessori. Il faut savoir qu'une séance d'activité, c'est forcément un seul matériel. Or, un matériel, je vous l'ai déjà dit, c'est plusieurs séances d'activité puisqu'il y a de nombreuses variables. Donc, voilà concrètement, pas à pas, comment on arrive à faire le lien et à personnaliser les apprentissages. Maintenant, ça, c'est l'aspect théorique. Dans la pratique, comment on fait quand on a nos 30 élèves en face de nous? Eh bien, la vraie astuce, c'est d'avoir un emploi du temps extrêmement détaillé avec différents temps et différents dispositifs d'apprentissage. Donc, on va avoir des temps d'apprentissage par petits groupes, ce qu'on a l'habitude de faire. On va avoir des temps d'apprentissage en collectif, ce qu'on a aussi l'habitude de faire. La seule chose, c'est qu'on va rajouter des temps. Donc, moi, j'ai une période d'1 heure le matin, une période d'1 heure l'après-midi, où je vais être en activité personnalisée. Donc là, je vais avoir mes élèves qui vont être en autonomie sur leur apprentissage, uniquement sur des activités que je leur ai préalablement présentées. Donc, ils sont en apprentissage sur le matériel après être passés par ma mise en pratique. Et moi, je vais être dans des temps d'observation, des temps de présentation, etc. Concrètement, voilà ce que ça donne une présentation à un élève. Je vous invite à regarder cette petite vidéo de Siobhan, élève de moyenne section, qui va faire le cube arithmétique. Siobhan, est-ce que tu veux que je te présente le cube arithmétique? Oui. Alors on le prend. Est-ce que tu veux que je te présente? On va s'installer. Donc la présentation commence toujours à l'étagère et c'est l'enfant qui va porter son activité jusqu'à une table déterminée. Puis nous allons nous asseoir à sa droite, s'il est droitier. Et nous allons normalement avoir un temps de dialogue et d'interaction avec lui, puis un temps de présentation qui va être le plus silencieux possible. Donc là, on va décortiquer l'ensemble de nos gestes pour permettre à l'enfant
de suivre et de comprendre la logique, donc toujours dans les fonctions exécutives, hein, la logique et l'enchaînement des différentes actions. On s'assure régulièrement, en regardant l'enfant, qu'il est intéressé, qu'il est en train de suivre, etc. Donc là, Siobhan avait déjà vu beaucoup de ses camarades faire cette activité. Donc, elle est en capacité de continuer seule sous mon regard. Et donc, Maintenant, je vais sur le la laisser faire. Et vous avez vu que pour pouvoir filmer, je me suis décalée d'une chaise pour avoir un meilleur angle de vue. Et voilà, Siobhan se déplace et se remet à côté de moi, car un des fondements d'une présentation, c'est ce lien privilégié de l'enseignant à l'enfant. Et donc là, pour Siobhan, ce lien n'était pas suffisamment privilégié, donc elle se rapproche de l'enseignante, Maintenant, parce que c'est vraiment un élément déterminant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on offre ce temps-là et toute notre attention et toute notre expérience à cet enfant-là et uniquement à cet enfant-là. Après, c'est les verts. les verts. Donc on est dans une posture très soutenante, très accueillante, Et en dernier, Le bleu. le bleu. et en même temps dans une confiance en l'enfant. Tu as bien fait attention à comment on les rangeait. Bon, maintenant, on va refaire le cube. Tu commences par le bleu. Bien fait attention à comment on les rangeait. Tu vas le recouvrir avec le vert. Commence par le bleu. Ça dépasse pas. Tu vas le recouvrir avec le vert. Donc là, on va demander à l'enfant en fait de faire une correspondance de face. Donc c'est un pavage en Un volume. tout petit trait, tu as raison. Et l'attendu va être vraiment qu'ils comprennent la mise en correspondance de différentes faces. Donc là, d'abord, le vert sur le bleu, il n'y a qu'une seule face qui est commune. Puis, il y a 2 faces communes, puis 3 faces communes, etc. Ça dépasse. Dans toutes les activités de la pédagogie Montessori, il y a toujours un but direct en lien avec l'activité et il y a de nombreux buts indirects. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va y avoir la concentration, l'implication, la persévérance, la logique, l'agencement dans l'espace. Donc ça, ce sont des buts, des fonctions exécutives, mais il va y avoir ensuite des autres objectifs indirects, qui va être par exemple le sens de l'écriture et de la lecture, ce qui vont être les gestes moteurs ou le geste oculomoteur, justement la liaison entre les deux. Il y a de nombreux buts indirects pour chaque activité, en plus des objectifs directs. Et puis, au-delà des objectifs cognitifs, donc d'apprentissage, il y a toujours des objectifs de développement, donc de globalité de l'enfant, la confiance en soi, la sécurité affective. Oui, là, ça dépasse. Là, ça dépasse pas. Si, ça dépasse. Bon, là, on voit que Siobhan est en pleine recherche, donc elle est bien dans sa zone proximale de développement. Ce n'est pas facile pour elle de réaliser cette activité. Donc, ce marron, le Pour vert. autant, elle y arrive, mais elle y arrive si elle est étayée. Donc, elle y arrive avec l'aide de l'adulte. Donc, c'est typiquement la zone proximale de développement. On voit qu'elle a de l'intérêt pour cette activité. Voilà. Donc, on est dans sa période sensible de la logique. Attends, c'est pas vert et orange. Et donc, on peut se dire, en réalisant cette présentation, qu'on a bien ciblé celle-ci, puisqu'elle permet réellement à l'enfant d'être en apprentissage. Si cela avait été trop facile pour elle, ça voulait dire qu'il allait falloir que l'on lui propose une activité plus difficile. Si ça avait été trop difficile pour elle, il aurait fallu qu'on lui propose une activité plus facile. Ou s'il n'y avait pas eu d'intérêt, il aurait fallu qu'on lui propose une activité d'un tout autre domaine qui l'aurait plus intéressé. C'est là. Le but, c'est vraiment d'être dans de l'économie d'énergie, c'est-à-dire de ne pas se fatiguer à présenter une activité qui ne fait pas sens pour l'enfant, qui ne l'intéresse pas, parce que ça ne procurera pas d'apprentissage, de ne pas
solliciter un enfant et sa concentration sur une activité qui ne l'intéresserait pas, mais donc bien de vraiment trouver toujours la présentation la plus efficace et la plus efficiente qui permet à chacun de ne pas perdre de temps. Non. Donc là, elle a envie de le refaire, ce qui est un autre signe de l'efficience de la présentation. Mais nous, on a d'autres élèves à qui présenter, n'est-ce pas? Donc, on va lui demander d'aller le ranger. On va aller avec elle jusqu'à l'étagère pour lui donner le fameux sésame. Maintenant, tu pourras faire cette activité quand tu voudras et autant de fois que tu le voudras. Et ensuite, on va l'inviter à la reprendre immédiatement pour qu'elle puisse effectivement la pratiquer et se développer grâce à la manipulation de l'activité. Mais il est où l'autre là? Maintenant, tu pourras le faire quand tu veux et autant de fois que tu le veux. D'accord? Mais il est où l'autre là? Oui, Caroline? Merci, parfait, intéressant. Ça éveille une autre question qui a été posée également en amont. Y a-t-il des modalités différentes pour des enfants aux besoins éducatifs particuliers? Oui, alors j'en ai un petit peu parlé au départ dans l'introduction. Pour Maria Montessori, tous les enfants ont des besoins éducatifs particuliers et puisque l'on personnalise l'apprentissage, on va personnaliser la présentation en fonction des besoins de chacun. Donc, il n'y a pas de procédure particulière pour les enfants à besoins particuliers parce que on va en fait avoir cette procédure-là pour tous les enfants. Mais alors, évidemment, ça veut dire qu'on va adapter à chaque fois. C'est-à-dire qu'un enfant qui aura des difficultés de concentration, on va aller chercher l'activité qui va solliciter sa concentration, qui va lui donner envie de s'y plonger. Un élève qui aura une difficulté visuelle, on va lui apporter des activités qui vont vraiment nécessiter le sensoriel, etc. Donc oui, on va adapter. Il faut savoir que la pédagogie Montessori a été conçue à la base pour des élèves dits déficients à son époque. Et du coup, c'est vraiment une pédagogie qui ne se base pas sur le langage, qui se base sur le faire, sur le ressentir, sur l'activité. Et du coup, qui permet de dépasser toutes les difficultés, la majorité des difficultés des élèves. Merci. Par contre, il est normal de tâtonner, de ne pas trouver pile l'activité qui convient toujours à chaque élève. Ça, c'est normal de chercher et de changer si ça ne fonctionne pas. Tout à fait. En fait, c'est vraiment un essai-erreur pour l'enseignant aussi. On apprend ça à l'élève, que c'est essai-erreur pour l'enseignant aussi. On va faire un essai. C'est ce que je disais. Si c'est trop facile, on propose quelque chose de plus difficile, voilà, etc. On va être dans le tâtonnement jusqu'à avoir trouvé la bonne activité. Et à ce moment-là, on va pouvoir dérouler le parcours d'apprentissage. Donc, on va, l'heure avançant, nous allons avancer également donc sur cette notion de présentation, de leçon personnalisée. Donc, c'est une présentation, rappelez-vous, dites-vous, faites l'analogie avec un cours particulier. Vous allez vraiment faire un cours particulier à chaque élève, à chaque moment. Et on sait que les cours particuliers sont plus efficaces que les cours collectifs. Donc, c'est vraiment ce que vous allez proposer à l'élève. Donc, du coup, elle va être personnalisée puisqu'elle va être ciblée sur la zone proximale de développement de l'enfant, souhaitée par l'enfant, ce moment privilégié, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure. Elle va être individuelle ou à plusieurs. Il y a certaines activités qui se font qu'à plusieurs. Elle va être préparée, c'est ce que j'ai également dit. Vous allez devoir vous entraîner hors de la présence de l'enfant. Chaque geste, chaque parole compte. Elle commence et finit à l'étagère. Elle a des objectifs, c'est ce que je vous ai dit également, d'apprentissage, de développement, des buts directs, des buts indirects. Et elle est progressive. Il y a des choses qu'il faut avoir fait avant et il y a des choses qui suivront. Donc, c'est vraiment un processus qui est global et qui est déjà décortiqué et qu'on a, entre guillemets, qu'à suivre une fois qu'on a pu, comme précisait Caroline, cibler l'apprentissage et le niveau de développement de l'enfant. Donc, concrètement, nous, dans notre travail, on va être dans l'observation de l'enfant. On va faire une hypothèse sur sa zone proximale de développement et sa période sensible. On va faire une correspondance avec les activités qui sont présentes dans notre classe. On va proposer à l'enfant. S'il accepte, c'est super, ça veut dire qu'il y a un intérêt. On va lui présenter l'activité. Si quand on lui présente, il s'y intéresse, comme on a pu voir avec Siobhan, il y aura un apprentissage, on valide notre hypothèse, on est bien, on a trouvé la bonne activité. Si quand on lui propose, il refuse, c'est qu'on est à côté. Ou si quand on lui fait la présentation, il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura pas d'apprentissage, donc on refait une hypothèse. On retourne à notre hypothèse et on va le proposer
autre chose, c'est ce que je vous disais, plus difficile, plus facile ou sur une autre zone de période sensible. Pour cela, on ne vient pas en classe sans savoir ce qu'on va présenter à chaque élève. On va anticiper en fonction des observations qu'on aura vues en classe. On va nous vraiment anticiper quelle présentation serait bonne. On va faire notre petit travail de mise en correspondance, zone proximale de développement, période sensible de l'enfant, et on va lister les activités qu'on pourrait lui proposer. Ce qui fait que quand on va être en classe, on va pouvoir s'assurer de faire une présentation pour chaque élève tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. Il n'est pas possible de présenter une activité par enfant par jour, mais ce n'est pas un problème parce qu'en fait, il va être en apprentissage, lui, de son côté, pendant ce temps-là. Donc, on va être vraiment dans une préparation et qu'on va adapter, c'est-à-dire que nous, on va avoir anticipé ce qu'on va lui présenter. Mais si l'enfant refuse et veut une autre présentation, alors on va modifier notre emploi du temps, modifier notre plan qu'on avait prévu pour cet élève-là et on va s'adapter en fait à son centre d'intérêt et sa zone proximale de développement. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, dans le livre et les pages vous ont été indiquées pour plus de facilité. Donc, lorsque vous avez fait la présentation, vous allez avoir un tableau de suivi. Vous allez cocher quand vous aurez présenté à l'élève cette activité-là, puis l'entourer quand vous aurez observé que l'élève la maîtrise effectivement. Ça, c'est une forme de suivi des présentations de l'enfant. L'autre forme de suivi, c'est de garder ce que j'ai pu vous montrer là, qui est un plan de séquence par domaine d'activité, et de déplacer les étiquettes des élèves au-dessus de ce plan de séquence pour vraiment lui permettre vous permettre de savoir où en est chaque enfant et qu'est-ce qui vient après et qu'est-ce qu'il a fait avant, etc., etc. Donc, ce sont deux différentes manières. Il y a aussi des tablettes maintenant qui proposent le suivi des élèves, etc. Donc, il y a plein d'outils pour vous permettre d'être dans ce suivi-là de l'élève. Voilà, j'espère que ça vous aura donné plus de renseignements, plus d'outils pour comprendre comment on met en place cette pédagogie pas à pas, comment on arrive à son fonctionnement. Il y aura un 3e webinaire qui sera plus axé sur l'évaluation et sur la posture enseignante, qui vous permettra de trouver encore d'autres réponses. En attendant, n'hésitez pas à aller voir dans les différents ouvrages et dans le matériel qu'on a pu, nous, concevoir ici, avec les éditions Nathan. Je te laisse les questions, Caroline. Oui, tout à fait. Des questions, on va continuer quand on a un peu de temps encore, on va continuer sur les questions qui nous sont remontées. J'avais une question qui remontait, alors c'est la question la plus fréquente, non, on ne va pas tout de suite parler de ce slide-là. La question qui est remontée le plus souvent, c'est, enfin très souvent, comment rendre compte des acquis de chacun? C'est une question sur l'évaluation. Oui, donc on en parlera plus en détail la prochaine fois, mais on a plusieurs façons de rendre compte du travail qui est fait en classe. Alors, la première façon, c'est de garder, de conserver les activités, les traces, pardon, c'est ça le mot que je cherchais, les traces des activités des élèves. Donc, moi, j'avais par exemple dans ma classe un cahier témoin qui suivait les élèves sur 1, 2 ou 3 ans, suivant le nombre d'années qu'ils étaient dans ma classe. Et on allait vraiment garder trace de leur première fois, donc le premier découpage, le premier tamponnage, le premier collage, etc., etc., pour permettre vraiment de voir la progression de l'enfant. Donc ça, c'est ce qui plaît le plus à l'enfant, de se rendre compte qu'il a grandi, qu'il s'est perfectionné, qu'il s'est développé. Ça plaît aussi énormément aux parents. Après, au niveau de l'institution, c'est pas du tout ce qui est attendu. Donc, on va aller faire des livrets d'évaluation et grâce à notre observation, avec vraiment les objectifs attendus qu'on va rendre comme c'est nécessaire en cycle 1, 2 fois par an, aux parents et à la hiérarchie si besoin. Et puis, une autre façon de faire, c'est de prendre des photos des élèves en activité pour vraiment montrer qu'ils avancent, qu'ils progressent, voir ce qu'ils font, etc. Bien sûr, il faut expliciter auprès des parents parce que c'est pas toujours très compréhensible, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de la réunion de rentrée. Et puis, on va aussi avoir le fameux cahier de vie où il va
qu'on va envoyer dans les familles toutes les semaines ou tous les 15 jours et qui va vraiment montrer aussi ce qu'on fait en classe de façon plus collective, donc les livres lus, les comptines, les expériences, tout ce qui va avoir attrait à la culture commune. Et tout ça, ça va vraiment permettre de garder trace des avancées de l'enfant. Très bien. Alors, j'ai une question qui est remontée plusieurs fois, c'est y a-t-il des modalités différentes en toute petite section? Oui, alors en toute petite section, l'enfant a moins de 3 ans, donc les modalités sont effectivement différentes. On va avoir en fait des espaces qui vont être des espaces d'exploration sensorielle. Donc l'enfant, il n'est pas encore suffisamment structuré pour intégrer des temps de présentation. Donc, on va le mettre en contact avec le plus possible d'éléments de son environnement pour nourrir en fait son envie de découverte et de sensorialité. Donc, on va avoir des coins d'exploration sensorielle, du toucher, de la vue, de la saveur, etc. Et puis, petit à petit, dès qu'il est suffisamment prêt, on va lui proposer des activités de vie pratique et de raffinement sensoriel. Mais on va avoir avant ça une phase d'exploration sensorielle, également une grande phase de langage, hein, avec des interactions avec le matériel concret, et une grande phase de développement moteur. Ce sont les 3 grandes périodes sensibles de l'enfant de moins de 3 ans. Donc, on va aller nourrir ces 3 grandes périodes sensibles-là. En termes d'autonomie, ça fonctionne quand même avec des moins de 3 ans. Oui, ça fonctionne encore une fois grâce à l'agencement, hein, grâce à l'agencement de la classe et à la posture de l'enseignant. Activité de vie de classe préalable, certainement. Oui, c'est ça. Donc, dans les écoles que j'ai pu former, j'ai formé aussi des classes de toute petite section et j'ai des vidéos aussi qui montrent que ça fonctionne et les enfants sont très friands parce qu'en fait, d'un seul coup, ils ont accès à plein de choses qui viennent les nourrir, ils viennent nourrir leur curiosité, leur envie, leur sens, etc. Et en fait, du coup, ils rentrent très, très, très vite dans la concentration parce qu'ils veulent grandir, ils veulent progresser, etc. Très bien. Alors, une question plus pointue. Comment présenter une activité à un enfant tout en répondant aux sollicitations des autres enfants? Voilà, donc d'où l'image suivante. Donc voilà l'astuce. Déjà, plus vous aurez mis en place un bon fonctionnement et moins vous aurez de sollicitations. Les enfants, en fait, vont ensuite se prendre en charge, devenir autonomes, avoir aussi les autres enfants comme point d'appui pour aller leur demander quand ils ne sauront pas faire, etc. Donc, voilà, les sollicitations vont diminuer. En revanche, il y en aura tout de même puisque l'enfant a parfois quand même besoin de l'enseignant. Et donc, quand il a besoin de l'enseignant, il ne va pas crier à l'autre bout de la classe « maîtresse, maîtresse, maîtresse ». Il ne va pas non plus attendre indéfiniment en levant le doigt et en perdant son temps. Il va venir se déplacer. Il va mettre sa main sur l'épaule de l'enseignante, ce qui veut dire « j'ai besoin de ton attention, j'ai besoin de toi ». L'enseignant prend conscience qu'il est un enfant qui a besoin de lui, un enfant ou 2 enfants là, en l'occurrence. Mais il ne va pas interrompre sa présentation parce qu'il est en connivence avec cet élève-là, donc il ne va pas couper sa présentation pour les autres élèves, mais il va, dès que cela sera possible, dès que cela ne va pas venir nuire à la présentation qu'il est en train de faire, se retourner et dire à l'enfant qu'est-ce qu'il y a, de quoi as-tu besoin et répondre à ce moment-là à la sollicitation de l'enfant. L'enfant ne fait pas rien, il n'est pas dans une posture d'attente puisqu'il, tout en étant sur sa demande, va profiter de la présentation qui est faite, donc de l'apprentissage qui est fait en parallèle avec un autre élève. Et il va avoir aussi l'habitude du coup de développer son attente, sa persévérance, parce qu'on va voir que très souvent il y a des enfants qui au bout d'un moment vont trouver la solution tout seuls, puisqu'ils en auront marre d'attendre, ou alors vont vraiment développer cette capacité à attendre, parce que dans la vie, on doit aussi savoir attendre son tour quand ce n'est pas son moment. Et c'est une astuce qu'il garde, un réflexe qu'il garde très longtemps. Dans la cour de récréation, mes anciens élèves, même de CM2, quand ils avaient quelque chose à me dire, venaient me mettre la main sur l'épaule. Donc, c'est quelque chose qu'ils appréciaient et qu'ils gardent très longtemps. Les parents apprécieront aussi ça, Ouais, quand on en a plusieurs surtout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris très rapidement l'intérêt de leur relation privilégiée quand on leur fait une présentation. Et donc, ils ont conscience que s'ils étaient interrompus à ce moment-là, ils le prendraient mal. Donc, ils ne le font pas non plus, ce que j'ai pu comprendre. Exactement. C'est vraiment une mise en place, en fait, un fonctionnement qui va amener le respect, hein, l'autodiscipline, le respect de chacun, la bienveillance, etc. Et donc, c'est des valeurs qui sont vraiment
très belles et qui se développent extrêmement vite parce qu'en fait, elles habitent chacun d'entre nous et il suffit de les cultiver en classe pour qu'elles se révèlent chez chaque enfant. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Des compétences sociales, oui, tout à fait intéressantes à tous les âges. On peut finir sur la dernière question peut-être, il me reste quelques instants. Comment justement on lance les bonnes pratiques, les bonnes habitudes au début de l'année? Tu l'as un peu dit déjà, mais… C'est pas forcément au début de l'année, c'est quand on commence, parce que vous pouvez tout à fait commencer en cours d'année. En fait, avant même de commencer vos premières présentations, vous allez faire vivre ce qu'on appelle les exercices préalables, c'est-à-dire des exercices qui vont donner à l'enfant à vivre les règles de vie de la classe. C'est ce que j'ai dit un petit peu au début de ce webinaire, c'est-à-dire on va leur apprendre à se déplacer en marchant, en évitant les objets par terre, en faisant attention à ses déplacements, à ses mouvements. On va leur apprendre à rouler, dérouler un tapis, à ranger sa chaise sans faire de bruit, à ouvrir et fermer une porte, à porter un plateau sans rien faire tomber. Voilà. En fait, on va parler à mi-voix. Voilà. On va pas leur dire ne cours pas, mais on va leur montrer comment on marche. On va pas leur dire ne crie pas, mais on va leur montrer comment on parle. Voilà. En fait, on va vraiment être dans l'explicitation et dans le vécu, le ressenti corporel, puisque ce sont des enfants et qu'ils ont besoin de le vivre. Ils ne font pas ce qu'on dit, mais ils font ce qu'on fait. Et donc, on va leur faire et on va leur faire vivre et ainsi, ça va être vraiment intégré. Et ça, le premier jour, on ne le fait pas individuellement, ça, on peut le faire quand même à un petit ou un grand nombre d'enfants en même temps. On le fait à 4-5 enfants en même temps, ouais. Le premier jour, on peut prendre 4-5 enfants en même temps pour leur faire vivre les règles de vie, les exercices préalables. Et on n'hésite pas à le refaire au cours de l'année si on voit que ça commence à s'oublier. Et en fait, quand les enfants l'oublient, c'est que nous-mêmes, on ne le fait plus suffisamment. Hein. C'est-à-dire que si nous, on est le modèle, on en parlera surtout la prochaine fois, hein, mais on est le modèle merveilleux pour l'enfant. Donc, tout ce que nous, on fera, ils le refont. Si nous, on ne range plus notre chaise, ils ne la rangeront plus, même si on leur dit qu'il faut ranger la chaise. Donc, voilà. En fait, c'est vraiment une autodiscipline qu'on s'impose à nous-mêmes et qui fait qu'ensuite, les enfants le refont de leur propre point de vue. La pédagogie utilise le mimétisme, en fait, à fond. Exactement. Le mimétisme, tout à fait. L'imitation, le pouvoir de l'imitation. Bien, très bien. Est-ce qu'on peut imaginer que c'était une sorte de conclusion? On peut dire ça. Très bien. Merci Marguerite, c'était très intéressant. Nous allons terminer ici cette deuxième petite conférence sur la pédagogie Montessori à l'école. Le webinaire sera donc disponible en replay dans quelques jours. Ceux qui se sont inscrits aujourd'hui, que vous ayez fait la demande ou pas, vous recevrez par email le lien vers le replay numéro 2. Le replay numéro 1 est toujours disponible sur le site nathan.fr à la page du livre de Marguerite. Et vous aurez également accès à cet endroit aux questions fréquemment posées avec les questions et les réponses apportées. Celles que nous n'avons pas pu adresser aujourd'hui, nous allons les retravailler, écrire les réponses et le poster au même endroit. Et donc, comme ça, vous aurez la totalité. J'espère que vous allez être en grande réussite sur cette pédagogie dans votre classe. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et souhaitons vous revoir peut-être sur le 3e webinaire qui aura lieu à une date qui vous sera communiquée prochainement. Merci Marguerite, merci du fond du cœur. À bientôt. Merci et à très bientôt. Au revoir.